Ouais, alors je te laisserai présenter. Juste peut-être avant de commencer, juste une info qui est importante à diffuser, c'est il y aura un séminaire de psychiatrie de la personne âgée nationale le mercredi matin au CFP de Lyon, qu'on est en train d'organiser avec les professeurs Limousin. Euh, voilà. Donc c'est essentiellement les internes qui sont inscrits à l'option psychiatrie de la personne âgée. Donc si vous pouvez diffuser ceux qui sont là pour pouvoir être là. Sachant qu'au CFP, il y a aussi une partie psychiatrie de la personne âgée qui est souvent intéressante, donc ça permet de faire un peu une pierre deux coups. De toute façon, Et on vous donnera les infos dans les semaines à venir. ouais, l'idée, c'était d'avoir tous les intervenants au même endroit aussi, C'est ça, sachant que c'est assez difficile à réunir. Donc, et d'avoir des salles sans avoir à les financer. tout à fait. Et ça sera enregistré, donc on pourra rediffuser derrière. Top. Euh, donc voilà, je Écoute, merci beaucoup. je te Merci laisse pour ces bonnes présenter. nouvelles aussi. Moi, je les ai eues il n'y a pas longtemps. Alors, du coup, l'idée de ce webinaire, elle est venue de la demande extrêmement fréquente de pas mal d'internes d'avoir des infos sur la dictologie et les personnes âgées, parce qu'on a tendance à penser que les patients qui sont concernés par la dictologie ne vont pas vieillir assez pour être des patients de psychiatrie de la personne âgée. Quand on est sur le terrain, on se rend compte que c'est pas du tout vrai, que c'est même une clinique de la dictologie à part qui est assez intéressante. Et effectivement, du coup, on a eu beaucoup de questions d'internes et on a la chance à Strasbourg d'avoir du coup le docteur Élise Gogler qui travaille sur le sujet, qui est addictologue et qui a travaillé plusieurs années du coup à Strasbourg en liaison gériatrique, ce qui nous permet d'avoir une expertise qui n'est pas fréquente d'un mélange d'addictologie et de psychiatrie de la personne âgée. C'est quelque chose qui tend à se développer vu le nombre de demandes qu'il y a. Je pense que il y aura des sujets de thèse, des choses comme ça dessus prochainement parce que ça a l'air d'intéresser énormément. Donc voilà, je vais laisser Élise compléter. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation parce qu'effectivement, elle était très attendue et merci d'avoir été aussi disponible. Bah, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est nickel. Super. Et si je bouge la souris, par contre, vous le voyez Si, pas? si, on la voit, on la voit. Vous voyez Ok, très bien. Bon. Donc, bah, merci beaucoup, Ilia, Humbert et plus généralement l'association Annipa de m'avoir invité à parler avec vous ce soir sur ce thème, addiction et personnes âgées. Donc, je m'appelle Elise Gobler, je suis PH dans le pôle de psychiatrie depuis une dizaine d'années sur le CHU de Strasbourg. Et donc, je travaille sur deux services différents. L'équipe de liaison de psychiatrie en gériatrie et aussi au niveau du service d'addictologie des US, au niveau du XAPA, donc le service des consultations ambulatoires, et l'ELSA, l'équipe de liaison et de soins en addictologie. Et donc, j'ai intitulé ma présentation Addiction et personnes âgées des oublis, parce que on va voir qu'on peut avoir des oublis de part et d'autre, à la fois chez les personnes âgées qui peuvent donc avoir des troubles cognitifs donc secondaires à leur consommation, et puis aussi des oublis de la part du corps médical et des soignants, puisque on peut avoir tendance à oublier cette question en pensant que effectivement elle est réglée, soit les personnes sont déjà décédées, soit l'histoire est réglée depuis longtemps. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai intitulé comme ça un petit peu de façon humoristique. Juste que je sache, il est 20h03. J'ai combien de temps pour Autant de temps que vous voulez. Ah ouais, non. Mais je sais pas, je me rappelle plus, il y a ce que tu m'avais dit, une demi-heure, trois quarts d'heure? Alors, ouais, mais je pense il y a toujours un petit temps de questions-réponses. Donc, c'est vrai qu'au final, on arrive en général vers une heure et demie. Ok, Mais du coup, 45 minutes pour la présentation, je pense que c'est tout ok, à fait correct, surtout sur ces horaires. Et je pense qu'il y aura des questions-réponses ensuite. Ouais. d'accord, Mais vous d'accord. bridez pas hein, si ça doit durer un peu plus longtemps ou pas. Oui, je sais pas Mais trop combien de temps ça va durer, mais c'est quand même pour avoir une indication. Alors sur le site, enfin sur mon service d'équipe de liaison en psychiatrie, j'ai la chance d'être avec le docteur Michel Legal de temps en temps, qui a eu la gentillesse de relire mon topo et de me donner quelques idées. Et qui travaille en psychiatrie du sujet âgé depuis plus de 20 ans, voire je crois même 30 ans, donc qui a une certaine expertise.
Alors, on va commencer par parler déjà de poser la problématique ensemble. Après, on donnera quelques éléments sur la population âgée, de qui parle-t-on finalement. Je reviendrai après sur quelques éléments de définition de ce que c'est qu'une addiction pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Après, je m'attarderai sur le poids des représentations sociales qui est très important quand on parle de cette question-là. Ensuite, on évoquera la question du repérage et du diagnostic des conduites addictives. On fera une pause sur les particularités en EHPAD, puisque une partie de la population âgée est en institution, et donc ça soulève un certain nombre de questionnements. On s'attardera sur la clinique de l'alcool. Et enfin, on évoquera aussi l'addiction tabagique, l'addiction au benzo et le jeu pathologique chez la personne âgée. Alors, on va commencer par la problématique. Alors, comme tu l'as déjà bien introduit, c'est vrai qu'on a finalement une méconnaissance parce que c'est un sujet qui est encore souvent peu abordé. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il est tabou? On va le voir. Est-ce qu'il s'agit de freins, de réticence, d'une certaine part de pessimisme ou de fatalisme de la part des professionnels de santé, des aidants et de l'entourage? Est-ce que c'est tout ça qui fait que finalement on a peu de connaissances sur le sujet? Malheureusement, on a encore peu de connaissances établies et validées, et on sait bien que la seule transposition des données de l'adulte jeune n'est pas possible, comme pour en fait l'ensemble de la gériatrie. Et on verra que les critères diagnostiques sont peu adaptés pour la population âgée. On a peu de données épidémiologiques, vous allez voir, les chiffres sont assez disparates. Et puis, quid des stratégies de soins spécifiques pour cette population? Alors, je parlerai essentiellement dans ma présentation de la conduite addictive à l'alcool, puisque c'est la plus fréquente et c'est la plus documentée et la plus étudiée. Et aussi, c'est vrai que la place culturelle et sociétale de l'alcool dans l'histoire de l'humanité est très grande. Mais c'est vrai que peu de choses sont faites pour la population âgée. Cette semaine, ils viennent de lancer une nouvelle campagne de santé publique justement pour l'alcool, mais pour la population jeune. Donc en général, c'est bien, beaucoup de choses sont faites pour les jeunes. Donc, c'est une nouvelle campagne que vous allez voir avec des spots publicitaires très courts et des affiches avec à chaque fois des phrases de faire attention à ses amis, etc. Et après, ça finit toujours par c'est la base. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la population jeune, mais il y a, à ma connaissance, pas de campagne de santé publique pour la population âgée. Et tout ça est à faire progresser parce qu'il y a un réel intérêt à ce domaine et surtout, bien sûr, un bénéfice certain à repérer et à agir pour cette population. Alors, quelles sont les substances psychoactives qui sont consommées par les personnes âgées? Donc, comme je vous le disais, l'alcool, c'est la consommation la plus fréquente, la conduite addictive aussi la plus fréquente en population âgée, et du coup, les publications sont les plus fréquentes. Alors pourquoi c'est la plus fréquente? Parce que c'est la substance, on va dire, la plus diffusée, la plus présente dans n'importe quelle circonstance sociale, et aussi la plus ancienne. Déjà Platon disait à son époque que le vin, c'était le lait des vieillards pour adoucir la rudesse de la vieillesse. Alors, on a une prévalence en termes de consommation entre 2 et 15%, et ça peut monter entre 30 et 50% en hôpital général ou psychiatrique. Donc, vous voyez des chiffres très, très élevés. Et ça concerne jusqu'à un quart des personnes en institution, donc en EHPAD, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Deuxième substance la deuxième substance addictive la plus consommée, il s'agit donc des psychotropes avec 25% d'abus, essentiellement les benzodiazépines. Et puis ne pas oublier la classe des opiacés avec notamment le tramadol et la codéine, voire du palier 3, de la morphine, et donc avec une prévalence entre 1 et 20%. Après vient la consommation de tabac, qui a une prévalence entre 4 et 22% en population générale âgée, donc des personnes qui ont commencé avant l'âge de 25 ans, sachant que la prévalence en population générale adulte jeune, c'est à peu près entre 28 et 30%. Donc on voit que des personnes déjà sont décédées des suites de leur tabagisme, et puis aussi des personnes ont arrêté leur consommation de tabac avant de rentrer dans la population âgée.
Il s'agit essentiellement pour ces hommes âgés tabagiques, donc d'hommes. Souvent, l'alcool est associé et cette consommation de tabac s'associe à un déficit cognitif plus rapide. Et enfin, en dernier, dans les substances psychoactives consommées par les personnes âgées, on retrouve les substances illicites. Alors, j'ai trouvé ce chiffre entre 1 et 7% de consommateurs de cannabis. Mais par contre, pour la prévalence de la dépendance, on est à moins de 0,1%. Donc, effectivement, on va voir dans les années à venir une dépendance probablement beaucoup à la cocaïne, hein, puisque avec le vieillissement de la population, et ce sont des personnes qui n'auront pas arrêté avant, on va le voir, mais pour l'instant, c'est quand même très, très anecdotique, en tout cas, cette consommation de drogues illicites en population âgée. Est-ce que je peux me permettre une petite question? Oui. Euh, j'ai une question, et j'ai eu quelques patients qui ont développé des addictions aux morphiniques, notamment, et on a une idée un peu de la prévalence. Alors c'est des patients qui avaient des morphiniques en prescription. C'est ça, qui avaient une prescription initiale, ou alors qu'ils ont pris la prescription de leur mari. Ouais. Non, je n'ai pas retrouvé. J'ai retrouvé, enfin, dans les opiacés, j'ai retrouvé entre 1 et 20%. J'ai tiré ça d'un livre qui s'appelle Le Vademecum en psychiatrie gériatrique qui est fait par l'équipe de Lausanne. Et donc voilà, donc c'est des chiffres très disparates, hein, entre 1 et 20%. Ouais, 1 et 20%, c'est... Voilà, mais non, je n'ai rien de plus précis. D'accord. Mais on va le voir de plus en plus, effectivement, des prescriptions hors AMM, des prescriptions qui auraient dû être arrêtées et qui n'ont pas été arrêtées pour plein de raisons, et puis aussi des prescriptions effectivement pour d'autres membres de la famille et qui sont détournées. Donc ça, on peut le voir, mais je n'ai pas de chiffres plus précis. Okay. Merci. Alors, quand on parle de la vieillesse, on a classiquement cette double image, hein, avec une image positive où on parle davantage donc, des seniors qui font référence à la sagesse, à l'expérience, à la transmission de savoir et donc à une certaine dignité. Et on peut aussi avoir une image négative hein, qui renvoie à la vieillesse, à la maladie, à la vulnérabilité physique, psychologique. J'ai réussi. Pardon? Vous m'entendez? Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Céline, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Ah oui. Merci. Ok. Donc, la dépendance dans les activités de la vie quotidienne qui renvoie à une perte d'autonomie, une fréquence des pathologies chroniques et douloureuses. Et tout ça amène à parler un peu de façon péjorative du vieux, qui serait un candidat naturel aux addictions, avec donc une diminution des facultés d'adaptation, la notion d'improductibilité, d'inutilité, qui donc amène à cette appellation péjorative. Il y a un autre élément qui me semble important, c'est la fracture numérique qui est vraiment, je trouve, de plus en plus présente avec, d'une part, des personnes âgées qui s'intéressent à la question du numérique et qui se font aider et qui prennent le pas et qui acceptent cette évolution, et puis d'autres qui se ferment à cette évolution ou qui n'en ont pas les capacités cognitives, intellectuelles ou matérielles. Et donc, je trouve que cette fracture numérique participe à cette image négative de la vieillesse. Je vous ai mis cette citation. La dépendance n'est pas plus rose quand on a des cheveux blancs. Ça montre bien que la question de la dépendance, elle est, entre guillemets, tout aussi grave quand on est âgé que quand on est plus jeune. Alors, la population âgée, vous savez qu'elle est très hétérogène. Selon l'OMS, ça commence à partir de 65 ans. En pratique, en tout cas dans les services de gériatrie dans lesquels je fais de la liaison, c'est en général plutôt à partir de 75 ans. Avant, ils sont plutôt pris en charge dans d'autres services de médecine. Et là, je vous ai remis ce modèle de Bouchon, qui est un gériatre français, qui en 1984 a modélisé le vieillissement avec cette courbe lentement décroissante, et puis avec la courbe rouge en deux qui concerne donc des maladies chroniques qui précipiteraient davantage
la personne vers l'insuffisance. Et puis en 3, des facteurs aigus de décompensation qui précipitent encore plus rapidement la personne donc sous le seuil de décompensation. Et on peut vraiment voir les conduites addictives comme des maladies chroniques et puis des événements intercurrents comme des intoxications éthyliques aiguës par exemple, comme facteur aigu de décompensation. Alors, le vieillissement, l'espérance de vie en France, je trouve que c'est intéressant de se remémorer ces chiffres. En 2019, la femme, c'est un petit peu plus de 85 ans, l'homme, un peu plus de 79 ans. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'espérance de vie est réduite de 20 ans en cas de dépendance à l'alcool. Et le vieillissement est globalement un moment qui peut être de grande fragilité narcissique. Tout d'abord parce qu'il y a une conscience et une perception que l'individu vieillissant a de lui-même et le regard que les autres portent à leur tour sur lui, donc participe à cette fragilité narcissique. Il peut y avoir une perte des capacités cognitives et motrices qui entraîne une baisse du niveau d'autonomie au quotidien et aussi une plus grande vulnérabilité d'un point de vue affectif. Le moment de la retraite peut être un moment très délicat avec un sentiment d'inutilité. J'ai comme ça en tête une patiente qui a pris sa retraite il y a un peu moins de 2 ans, qui n'a pas pu faire de pot de départ parce que c'était encore dans la période où les réunions étaient proscrites en raison de la pandémie du Covid et qui a commencé un mésusage d'alcool à la retraite, qui avait toujours eu une consommation on va dire sociale et conviviale, qui n'avait jamais eu de difficultés et de dommages liés à sa consommation d'alcool et qui, au moment de la retraite, a vraiment commencé son mésusage. Il peut aussi y avoir la conscience d'être une charge réelle ou imaginée pour les autres qui participent à cette fragilité narcissique. On reparlera de cette notion de qualité de vie parce qu'elle est importante, c'est une dimension très subjective et la qualité de vie a toute son importance quand on parle de vieillissement. Globalement, finalement, tous ces éléments, la perte, les différents deuils, l'isolement social qui peut s'installer, la perte d'estime de soi qui peut donc aller avec ces éléments, l'inutilité, il peut y avoir des pathologies douloureuses, l'ennui aussi qui est suscité par l'arrêt de l'activité professionnelle, une certaine nostalgie avec la conscience qu'on ne reviendra pas en arrière, des éléments dépressifs et l'institutionnalisation qui peut se faire peut amener l'usage de substances à visée autothérapeutique ou à visée d'auto-soulagement. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir le repérer. Alors, quelques éléments de définition. La dépendance d'un point de vue addictologique, c'est ce qu'on appelle le trouble lié à l'usage de substances selon le DSM-5 et à distinguer évidemment de la dépendance d'un point de vue gériatrique qui correspond donc à la perte d'autonomie. Donc, bien savoir de quoi on parle quand on parle de dépendance par rapport à notre thème de ce soir. Alors là, je vous ai mis le concept d'addiction, une définition d'Adèle Goodman, qui est un psychiatre américain et qui, en 1990, a donné cette définition qui est unanimement reconnue dans le monde de l'addictologie. Et c'est important voilà, de revenir sur les définitions. Donc l'addiction, c'est la répétition d'un comportement avec ou sans substance psychoactive. Donc ça fait référence aux addictions avec drogue et aux addictions comportementales. La visée, c'est d'apporter du plaisir ou d'écarter une sensation de malaise interne. Donc on voit ces deux éléments opposés dans la même définition, donc le plaisir et à la fois donc le malaise. Et c'est un comportement qui est impossible à contrôler malgré la motivation et les efforts du sujet pour s'y soustraire. Et malgré aussi la connaissance des conséquences néfastes. Donc on voit bien que quand on parle d'addiction, on est au-delà de l'intelligence, on est au-delà du raisonnement, on est au-delà des connaissances théoriques. Et si d'ailleurs il s'agissait qu'une question de connaissances, eh bien aucun médecin par exemple ou aucun professionnel de santé n'aurait de problème d'addiction et on sait bien que cette hypothèse est fausse. Donc là, toujours selon Goodman, vous avez différents critères diagnostiques. On ne va pas tous les revoir, mais c'est simplement pour revoir la base. Donc, l'impossibilité de résister aux impulsions, une sensation croissante de tension qui précède
le comportement, un plaisir, un soulagement en entreprenant le comportement, et cette sensation de perte de contrôle. Après, il faut au moins 5 de ces 9 items pour parler donc d'addiction, avec une préoccupation donc fréquente au sujet du comportement, des tentatives répétées pour réduire, un temps important consacré à la consommation, l'abandon des autres activités sociales, notamment de la personne du fait du comportement, et puis une tolérance marquée avec toujours ce besoin d'augmenter la quantité pour avoir un minimum d'effets, puisque à même quantité, les effets diminuent. Et enfin, une agitation ou une irritabilité en cas d'impossibilité de s'adonner au comportement. Il faut que ces troubles durent depuis au moins 1 mois ou de façon répétée sur une période donnée. Et on en arrive à ce tableau qui compare en fait les critères diagnostiques du DSM-4, donc qui date de 1994, avec le DSM-5 qui date de 2013. Donc dans le DSM-4, on parle d'abus et de dépendance, et c'est remplacé dans le DSM-5 par trouble de l'usage d'alcool, avec un certain nombre de critères diagnostiques. Et en fonction du nombre de critères diagnostiques, eh bien, on a une addiction qui est classée comme légère, modérée à sévère. Et vous voyez, on retrouve les principaux critères diagnostiques de Goodman que je vous ai cités juste avant. Alors, c'est important de bien comprendre que dans le DSM-5, en fait, il n'y a aucun critère qui ne fait appel à la quantité consommée ou à la fréquence de consommation. Hein, vous voyez bien qu'on n'a pas une limite au-dessus de laquelle on va forcément parler donc d'addiction. Mais par contre, on va plus évaluer la force d'attraction de la substance ou du comportement sur le consommateur, et évaluer aussi les contraintes et les restrictions de liberté que la consommation entraîne pour le sujet. Et c'est ça qui va définir le trouble addictif. Alors, est-ce que ces critères sont validés pour la personne âgée? Eh bien, non. Hein, ces critères ont été mis en place pour la population adulte jeune. Alors, je parle d'adulte jeune parce que, comme me l'a fait remarquer le docteur Le Gall, les personnes âgées restent des adultes, même si elles sont âgées. Donc, parfois, je vais utiliser l'appellation adulte jeune. Alors, on va commencer par la substance psychoactive, l'alcool, puisque c'est la plus consommée et c'est la conduite addictive la plus fréquente en population âgée. Je vous ai remis les critères, enfin les recommandations de Santé publique France qui datent de 2017. Donc ça, c'est pour la population adulte jeune, donc c'est pas plus de 2 verres par jour avec pas plus de 10 verres par semaine, donc ça fait au moins 2 jours d'abstinence complète par semaine, avec cette petite phrase qui a été mise au point pour qu'elle soit retenue de façon assez rapide. Pour votre santé, maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc ça, c'est pour la population adulte jeune. Et vous voyez que pour la population âgée de plus de 65 ans, eh bien, les recommandations donc, sont plus serrées. Donc, une consommation quotidienne, c'est maximum 1 unité par jour, avec aussi toujours 2 jours d'abstinence complète par semaine. En cas de consommation occasionnelle, il est recommandé de ne pas dépasser 2 unités. Par contre, chez le sujet âgé malade et ou avec un traitement psychotrope, eh bien, point d'interrogation. Et puis, pour les sujets âgés au-delà de 80 ans, 90 ans, la question du zéro alcool se pose et on verra pourquoi. Alors là, je voulais m'attarder en fait sur le poids des représentations sociales qui est vraiment très important quand on parle de consommation d'alcool déjà de manière générale et encore plus quand on parle de consommation d'alcool chez la personne âgée. Alors pourquoi? Parce qu'on a tous des représentations sociales par rapport à ce sujet. Déjà, les personnes âgées elles-mêmes pensent qu'elles avaient, quand elles étaient plus jeunes, des consommations d'alcool bien supérieures. Et donc, comme elles pensent qu'elles ont des consommations, comme elles pensent qu'elles avaient des consommations d'alcool bien supérieures, elles peuvent estimer à tort que leurs consommations actuelles sont pas si élevées que ça et finalement sont tout à fait normales entre guillemets. Et on se rend compte que les aînés peuvent avoir des représentations sociales de l'alcool très différentes. On s'en rend compte quand on pose par exemple la question « Prenez-vous de l'alcool ?» Non. Et au repas, bah oui, je bois mon verre de vin. Et donc là, on voit bien cette représentation sociale. Finalement, bah non, le vin au repas n'est pas une consommation d'alcool.
On a toujours aussi cette idée que l'alcool peut être un fortifiant, peut allonger la durée de vie, hein. Vous savez que l'idée qu'un verre de vin rouge tous les jours, c'est très bon pour les artères, et ça, c'est une idée reçue qui est tenace, et encore plus en population âgée. On peut aussi avoir des représentations sociales de la part de l'entourage. On voit que c'est encore tabou de parler d'alcool, hein. Ça peut être un sujet de honte. On peut s'interdire d'en parler avec son proche âgé. Ou au contraire, l'entourage peut adopter une attitude plutôt directive et limite punitive, hein, où donc l'entourage va s'autoriser à supprimer toute consommation d'alcool chez la personne âgée. On peut, à l'inverse aussi, avoir un sentiment d'inefficacité. Bah, cela fait si longtemps que le problème d'alcool est présent. À quoi bon encore s'en inquiéter? Et maintenant, on peut aussi avoir des représentations sociales marquées de la part des professionnels de santé, donc des médecins et des soignants. Je vous ai cité cette phrase que m'a donnée le docteur Le Gall: l'alcoolique, c'est celui qui boit plus que son médecin. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que médecin, en tant que soignant, on voit la consommation de son patient en fonction de sa propre consommation, hein. Donc ça, c'est aussi important quand on aborde les conduites addictives. C'est toujours important, je trouve, d'être au clair avec ses propres consommations. On voit que les professionnels de santé peuvent avoir une attitude différente entre un sujet jeune et un sujet âgé. Parce que le sujet âgé, on peut avoir une image parentale de l'aîné, on peut avoir une crainte de blesser en questionnant ses consommations d'alcool. On peut aussi avoir peur d'être intrusif, hein, dans la démarche, hein, et donc ne pas l'aborder. Attention à l'agisme, hein. L'agisme, ça apparaît lorsque l'âge est utilisé pour catégoriser les gens, et ça peut entraîner des préjudices, des désavantages. Donc, faire attention donc, à la façon dont on considère donc, les personnes âgées. On entend souvent que la consommation d'alcool serait le dernier plaisir, hein, à ne pas supprimer. Et c'est des petites phrases qu'on peut aussi entendre: s'il ne lui reste que ça, si elle n'a plus rien d'autre, pourquoi l'interdire à cet âge? Pourquoi les embêter avec ça? On peut avoir une position de la part des professionnels de santé d'infantiliser les personnes âgées qu'on prend en charge. Ça peut même aller jusqu'à la maltraitance douce. On peut aussi penser, en tant que médecin, en tant que soignant, que les facteurs qui favorisent la consommation, finalement, sont assez normaux. C'est un peu normal d'être dépressif quand on est âgé, ce qui est faux, vous le savez. La personne âgée est isolée, il y a un déclin cognitif. Alors finalement, pourquoi agir? Pourquoi même en parler, puisqu'on n'en fera rien? L'attitude des soignants peut aussi s'expliquer par le fait de protéger d'autres soignants en se taisant. Et aussi, on peut vouloir prévenir la contre-attitude de certains collègues. Donc, on ne va pas aborder la conduite addictive. Et à l'extrême, il peut aussi y avoir un désir de mort inconscient, comme une ultime forme de rejet, et qui traduirait vraiment un épuisement des aidants et des soignants, et qui entraînerait donc le fait de ne pas aborder ces questions d'addiction chez la personne âgée. Et là, je tire ces propos du docteur Ménossier, qui a beaucoup travaillé sur la question des aînés et de l'alcool. Alors un petit mot d'éthique, hein, parce que quand on parle effectivement donc de conduite addictive chez la personne âgée, ça renvoie donc à des notions de respect de chaque personne et de son intimité, à la notion aussi de liberté, la liberté de boire, la liberté de ne pas boire, la question aussi de la sécurité pour le patient, hein, avec ce que ça entraîne comme trouble du comportement, comme trouble de la marche. Donc sécurité pour le patient et pour son environnement. Ça renvoie aussi à la question du principe de réalité, hein. Il faut faire avec une réalité qui est souvent difficile, hein. On voit souvent des situations chez la personne âgée enquistées, chroniques, et on se dit c'est vraiment trop tard d'agir. La situation est vraiment trop engagée depuis trop longtemps. Toujours important de se rappeler de réintégrer la consommation d'alcool dans l'histoire de vie de la personne, de prendre en compte l'état de santé et aussi l'espérance de vie dans l'analyse de la situation, et de prendre le temps donc d'échanger avec la personne âgée sur la signification des conduites à risque, hein, parce qu'on peut ne pas avoir les mêmes définitions.
les mêmes définitions partagées donc, avec nos patients. Et c'est important de pouvoir évoquer les conséquences et les dommages pour elle et pour son entourage. Alors, quand on parle de repérage des consommations d'alcool chez la personne âgée, il y a toujours la notion de plaisir, hein, puisque on consomme, hein, vous l'avez vu dans la définition de Goodman, on consomme toujours hein, pour avoir du plaisir. Mais cette notion de plaisir, elle est peu considérée dans l'approche neurobiologique hein, et pourtant, elle est vraiment très importante à aborder avec les patients. Alors, quand on parle d'addiction, c'est à contrario la perte de plaisir, hein, c'est la perte de la capacité à s'abstenir, c'est la perte de la maîtrise de la consommation. Et puis aussi, toujours avec cette idée que le plaisir serait réservé aux jeunes et que la population âgée n'a plus besoin de plaisir, ce qui est bien sûr évidemment faux. On a cet usage à visée autothérapeutique, comme je vous le disais, l'alcool étant utilisé comme un psychotrope euphorisant, et puis, vous savez bien, en vente libre, disponible très, très facilement. Mais l'âge ne prémunit pas des souffrances alcooliques, hein, c'est ce que je vous disais un petit peu avant, quand je vous disais que la dépendance n'est pas plus rose quand on a des cheveux blancs, donc bien au contraire. Alors pourquoi il est difficile de diagnostiquer une addiction alcoolique chez la personne âgée? Pourquoi? Parce que tout d'abord, comme je vous disais, on a une absence de critères cliniques qui sont adaptés pour la personne âgée. Ça va aussi dépendre de l'ancienneté du mésusage d'alcool. Donc classiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans 2 tiers des cas, l'alcoolisme est à début précoce. Donc on va être en face donc, de personnes qui ne sont pas décédés plus jeunes d'alcoolopathie. Et dans 1 tiers des cas, on va avoir un début tardif en 7e, 8e, voire 9e décade. Donc une consommation d'alcool qui va être réactionnelle ou situationnelle par rapport donc à tous les facteurs que je vous ai listés avant. Et puis, un 3e sous-groupe, on peut avoir des formes à début précoce, donc chez l'adulte jeune, puis une rémission prolongée avec un arrêt, un maintien de l'abstinence et une réactivation dans la vieillesse par rapport aussi à tous les éléments de vulnérabilité que je vous ai cités auparavant. Les difficultés diagnostiques peuvent être aussi liées aux différences avec la population adulte parce que souvent les manifestations spectaculaires sont plus rares hein, chez l'adulte âgé, avec moins de grandes ivresses, moins d'accidents de sevrage, mais par contre des souffrances qui sont plus cachées et qui apparaissent jusqu'à ce que la personne présente une chute ou jusqu'à ce que l'atteinte médicale soit grave et révèle donc le trouble lié à l'usage d'alcool. Les difficultés donc, diagnostiques donc, peuvent être aussi liées à ce déni collectif hein, qui est sous-tendu par ces représentations sociales plutôt péjoratives. Et donc, toutes ces difficultés peuvent amener à un sous-diagnostic du trouble lié à l'usage d'alcool. Alors, l'intérêt, c'est vraiment d'arriver à aller au-devant de la demande, de réussir à repérer l'ivresse, la dépendance, hein, donc de repérer des signes d'intoxication aiguë et chronique. Et le repérage est d'autant plus délicat, soit parce qu'il est trop précoce, hein, donc il y a vraiment peu de signes, ou à l'inverse parce qu'il est trop tardif hein, et qu'il y a déjà de multiples plaintes qui peuvent être reliées à un mésusage d'alcool. Attention à l'étiquette, hein, à l'étiquette diagnostique, à ne pas se focaliser d'emblée sur la dépendance, mais vraiment intégrer la notion de risque, la notion de qualité de vie qui est importante et d'objectifs acceptables et réalisables pour la personne âgée. Alors, qui peut repérer un mésusage d'alcool en population âgée? Bien évidemment, le médecin généraliste, le médecin traitant, le gériatre, mais qui est souvent en seconde ligne, ou le gériatre hospitalier, bien évidemment. Après, tous les autres professionnels des champs sanitaires et sociaux, hein, le pharmacien, le kinésithérapeute, les travailleurs sociaux, les aides et les personnes qui interviennent à domicile, tout d'abord les infirmiers libéraux, qui sont vraiment en lien direct avec la personne et son environnement. Et bien évidemment, l'entourage, donc avec tous les freins qu'on a évoqués précédemment. On a aussi, quand on parle de population âgée, des particularités selon le lieu de vie ou de soins. Donc, que l'on soit à domicile avec cette particularité que chez une personne âgée qui ne va plus sortir de chez elle, par exemple, eh bien, se posera la question d'où vient l'alcool, hein, donc l'alcool qui est parfois amené par les tiers,
Et puis aussi la livraison à domicile qui vraiment s'est démocratisée avec la pandémie Covid. Donc l'alcool est très accessible, mais même chez une personne qui ne sort plus de chez elle. À l'hôpital, se pose la question la place de l'alcool en soins de court, moyen et long séjour. Là où je travaille dans les services d'hébergement et de long séjour et d'EHPAD hospitaliers, eh bien, quand il y a choucroute, on est en Alsace, donc il y a de temps en temps de la choucroute servie, eh bien, on voit sur les chariots des canettes de bière. Hein. Donc, se pose la question de la place de l'alcool donc à l'hôpital. Et donc, en EHPAD, par rapport au fait qu'il y a une grande proportion de sujets très âgés, malades, polymédiqués, avec des troubles cognitifs, eh bien, on sait que cette population est encore plus vulnérable à de très petites quantités d'alcool. Mais en même temps, il y a le respect de la personne hébergée, de son intimité. Et il ne faut pas oublier que le lieu de vie que représente la chambre est un espace de liberté. Hein. Donc, cette question de la liberté se posait quand je vous ai parlé d'éthique. Et donc, quand on intervient en EHPAD, il faut se rappeler que la chambre est un espace de liberté, que la personne a donc le droit de consommer de l'alcool. Alors, est-ce qu'il faut aller à une interdiction de l'alcool en EHPAD? Est-ce qu'il faut créer des lieux adaptés aux seniors alcoolodépendants? C'est toute la question. Et donc, c'est cette question que s'est aussi posée le docteur Ménossier et qui a publié une vignette sur le village des addictions, Addict Aid, qui est une ressource très intéressante. Et donc, il s'est posé la question de mettre en place des bars en EHPAD. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Parce que le bar est un lieu d'échange, de rencontre, de communication entre les résidents, les familles, les visiteurs, donc avec cet objectif de socialisation, de maintien de l'insertion sociale, en dehors des activités sociothérapeutiques qui sont programmées. Ça permet un peu de normaliser la vie en EHPAD, de déstigmatiser la vieillesse, et ça permet aussi des liens intergénérationnels. Alors, est-ce qu'il faut mettre en vente des boissons alcoolisées ou est-ce qu'il faut uniquement proposer une offre centrée sur des boissons non alcooliques? Donc, la question se pose, avec toujours cette notion donc d'autonomie, de libre arbitre et de liberté de boire, puisque l'alcool, vous le savez, est une substance licite. Et en même temps, se pose la question de mettre en place des mesures de prévention de surconsommation et d'usage à risque. Hein. Donc, on est toujours dans ce positionnement de prohibitionnisme liberticide contre un humanisme bienveillant. Il faut réussir à trouver le juste milieu. Et pour nous aider à trouver le juste milieu, je vous ai mis ces recommandations qui sont donc toutes récentes de la HAS, donc la prévention des addictions et la réduction des risques et des dommages dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, donc qui date de 2022, donc qui recommande donc 6 points pour donc aider les établissements médico-sociaux dont font partie les EHPAD pour cette question donc de l'alcool et des autres substances addictives. Maintenant, on va s'attarder sur la présentation clinique du mésusage d'alcool. Il faut bien avoir en tête que c'est rarement une demande explicite d'aide ou de soins et que souvent l'entrée dans les soins en addictologie se font par un dommage. En général, la chute, le malaise, l'épisode confusionnel, voire le trouble thymique qui va donc amener à se questionner sur la consommation d'alcool. Ça peut être aussi lors d'intoxication éthylique aiguë ou de syndrome de sevrage. Et les conséquences sociales sont moins visibles en population âgée. Donc, on a vraiment cet aspect trompeur avec des quantités consommées qui peuvent être faussement rassurantes parce qu'elles sont basses, des critères de dépendance qui sont rarement réunis chez la personne âgée, et puis donc cet alcoolisme de la personne âgée qui est souvent négligé parce qu'il dérange moins, il y a moins d'obligations sociales, moins d'occasions d'apparaître alcoolisé, donc c'est moins visible. Les moyens du repérage aussi ne sont pas paracliniques. Il ne faut pas évidemment se fier sur un bilan biologique pour diagnostiquer un mésusage. Et puis, l'alcoolémie qui n'est pas faite de façon systématique aux urgences, par exemple, face à un tableau de chute ou de malaise. L'alcoolémie n'est pas encore faite de façon systématique, malheureusement. Alors, le repérage, on peut décider de le faire de façon systématique. Hein, c'est ce qu'on va appeler le repérage précoce intervention brève. Je reviendrai rapidement.
où on peut faire un repérage opportuniste, ciblé, qui peut être délicat, puisque la symptomatologie est atypique chez la personne âgée, et qu'on peut aussi, qui peut être aussi délicate parce que les symptômes peuvent être rapportés à d'autres troubles liés au vieillissement. Et donc, il faut avoir vraiment cette vision globale, biomédico-psychosociale qu'on a en addictologie. Alors, il faut y penser devant l'association de plusieurs signes que je vous ai listés là, parce qu'un signe isolé n'est pas pathognomonique d'un trouble lié à l'usage d'alcool. Donc, il faut savoir y penser devant un caractère qui change, devant une irritabilité, devant un déclin des aptitudes fonctionnelles, des troubles du comportement à domicile, des troubles de l'humeur, bien évidemment, des troubles du sommeil, une dénutrition, des troubles mnésiques. Je ne vais pas tous vous les lister parce que la liste est longue, je l'ai faite volontairement de façon assez exhaustive. Mais y penser bien évidemment, devant des chutes répétées, ça c'est logique. Et aussi y penser devant une réaction inattendue à un médicament, notamment psychotrope. Si la réaction est inhabituelle, pensez à l'interaction donc psychotrope-alcool, qui peut donc révéler un mésusage d'alcool. Alors, bien évidemment, la dictologie, la psychiatrie, vous le savez bien, sont donc la médecine de la parole. La parole reste le meilleur vecteur, mais la parole peut être difficile en fonction des représentations sociales qu'on peut avoir. Il faut prendre son temps, ça prend du temps. Les liaisons en gériatrie prennent du temps parce que il y a toujours déjà un entretien avec le professionnel qui nous demande d'intervenir, après le temps d'échange avec la personne âgée, puis après le temps de restitution de nouveau avec le professionnel. On est aussi souvent amené à échanger avec le médecin traitant pour avoir davantage d'informations. On peut aussi être amené à parler avec l'entourage. Donc, ça prend du temps. Il faut avoir évidemment ce positionnement empathique et établir cette relation de confiance. Et plus le professionnel de santé est à l'aise avec cette pathologie, et plus la rencontre a des chances de bien se passer, mais comme pour toute pathologie. Le succès va essentiellement reposer donc sur des capacités relationnelles et favoriser donc un entretien de type motivationnel plutôt que confrontationnel. On n'arrivera jamais dans la confrontation à quelque chose. Et ne pas hésiter à demander l'autorisation d'en parler. Si vous le permettez, pourrions-nous évaluer votre consommation d'alcool? N'hésitez pas donc à demander la permission à la personne âgée. Et bien évidemment, favoriser les questions ouvertes, favoriser tous ces outils qui font le lead de l'entretien motivationnel. Buvez-vous ou avez-vous un problème d'alcool? Ce sont des questions plutôt fermées à éviter, mais plutôt poser la question, parlez-moi de vos consommations d'alcool. Donc, évitez l'abord moral, le jugement, et qui peut être donc évidemment accusateur ou culpabilisant. Alors finalement, la consommation déclarée d'alcool, avoir une idée exacte de cette consommation n'est pas si important. Ce qui compte, c'est de savoir que la consommation est trop importante, provoque déjà des dommages et éventuellement responsable d'une addiction. On peut s'aider de questionnaires qui doivent être courts et simples, soit d'auto-questionnaires ou d'hétéro-questionnaires, avec un remplissage par un soignant en cas de troubles cognitifs, voire de barrières de la langue ou de difficultés de compréhension. Ça peut avoir l'avantage d'aider à aborder la question avec les patients. Ça peut permettre de poser les bonnes questions, mais bien évidemment, ça ne pose pas de diagnostic. Alors, par rapport à la consommation d'alcool, on a le questionnaire d'État ou le CAGE ou l'audit qui peuvent être intéressants. Mais on a un questionnaire qui est validé avec une version gériatrique, c'est le MAST-G, donc le Michigan Alcoholism Screening Test en version gériatrique qui est intéressante. Et puis j'ai trouvé aussi dans mes recherches l'EDA, l'enquête des dommages dus à l'alcool chez la personne âgée, mais qui a priori n'est pas validée. Alors je vous disais un mot tout à l'heure du RPIB, le repérage précoce intervention brève. Donc l'idée en fait c'est d'aller au-devant, de ne pas attendre que la personne âgée parle de ses consommations parce qu'elle le fera pas d'elle-même ou elle le fera dans très peu de situations. Et donc voilà, le repérage précoce intervention brève peut aussi se mettre en place avec la population âgée. Je ne vais pas développer davantage
le RPIB, mais sachez qu'on peut le mettre en place. Alors, concernant la clinique du vieillissement et la clinique de l'alcool, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une réelle spécificité du risque alcool en population âgée parce qu'on a des modifications physiologiques qui amènent à une moindre tolérance de l'alcool et à ses effets. Alors, ça s'explique par la diminution de la masse maigre, pardon, une augmentation au moins relative de la masse grasse qui entraîne une réduction du volume de diffusion avec une augmentation du relâchage secondaire et qui entraîne une alcoolémie qui est plus élevée pour une même quantité d'alcool et aussi une décroissance plus lente. Il faut aussi ajouter qu'en population âgée, on a la polymédication et avec donc la question des interactions médicamenteuses. Et tout ça entraîne une augmentation du risque de morbimortalité. Donc globalement, on a moins de problèmes liés à l'alcool que chez les adultes jeunes. Et donc, les plus gros consommateurs sont déjà décédés, malheureusement, mais les risques sont plus importants que chez l'adulte jeune pour une même quantité consommée. Voilà, globalement, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je vous ai quand même listé quelques complications. Au niveau somatique, évidemment, les complications aiguës, les chutes, les traumatismes, les fractures. Donc, évidemment, toujours se poser la question de la participation de l'alcool. Y penser évidemment dans les états confusionnels et dans les troubles du comportement. Toujours se poser la question des interactions médicamenteuses du fait de la polymédication et de ce risque de potentialisation des effets sédatifs avec donc les psychotropes. Il y a aussi la question du risque d'inobservance médicamenteuse chez une personne qui présente un mésusage d'alcool et qui donc va être moins observant de son traitement antidiabétique, antihypertensif, de son traitement chronique pour les autres pathologies. Et puis, il y a un retentissement chronique. L'alcool va aggraver tous les grands syndromes gériatriques. Et donc, ça va accentuer la perte d'autonomie, donc avec notamment l'ostéoporose, les troubles neurologiques, les troubles nutritionnels, les facteurs de risque cardiovasculaire et bien évidemment les cancers, notamment ORL. L'alcool est aussi un facteur aggravant des troubles neurocognitifs. Alors, on peut avoir des troubles neurocognitifs sévères mais rares, donc l'encéphalopathie de Galli-Wernicke et le syndrome de Korsakoff. On peut avoir des troubles neurocognitifs moins sévères mais fréquents, avec des dysfonctions exécutives, des troubles de la mémoire, des fonctions visuospatiales qui sont perturbées chez le sujet âgé. On a une baisse des capacités attentionnelles. Alors, l'alcool a une neurotoxicité directe. On le sait. Est-ce que ça majore les lésions dégénératives? Point d'interrogation. On a aussi cette neurotoxicité qui est intriquée avec les carences vitaminiques, notamment donc en vitamine B1 et des carences nutritionnelles plus larges. Et puis, on peut avoir des modifications comportementales avec un lien bidirectionnel. Les troubles neurocognitifs et les troubles anxio-dépressifs peuvent favoriser des prises compulsives d'alcool. Et aussi, l'alcool favorise la survenue d'épisodes dépressifs, d'agressivité et de désinhibition. Donc, on voit que ça va vraiment donc dans les deux sens. Concernant les complications psychiatriques, l'alcool entraîne 3 fois plus de troubles anxieux et de troubles dépressifs, et d'autant plus si le réseau social et de soutien n'est pas très satisfaisant, ce qui est le cas donc en population âgée, ce qui est le risque en tout cas en population âgée. On peut avoir des pharmacopsychoses induites donc par la consommation d'alcool en population âgée, et puis aussi des alcoolisations aiguës, suralcoolisation chronique, mais alcoolisation aiguë même sans alcoolisation chronique, favorise le passage à l'acte suicidaire. On a 10 fois plus de risques qu'une personne du même âge abstinente, donc c'est assez énorme. Et les plus de 65 ans représentent quand même 30% des suicides. Et le risque suicidaire est multiplié par 16 chez les personnes âgées en mésusage d'alcool en population générale. Évidemment, l'alcool est grand pourvoyeur de troubles du comportement, de conduite à risque, et l'alcool peut aggraver les troubles psychiatriques préexistants. Donc, on a toujours ces liens bidirectionnels entre addiction et troubles psychiatriques. Les addictions aggravent les troubles psychiatriques aggravent les addictions. Et on rajoute un degré de complexité en population gériatrique. Alors, prévenir et prendre en charge, un message optimiste, il n'est jamais trop tard pour agir. On a déjà la prévention primaire chez les non-usagers.
C'est pour ça que je regrette un petit peu l'absence de campagne de santé publique. Beaucoup de choses sont faites pour la population jeune et bien sûr, tant mieux, mais il ne faut pas oublier la population âgée. Et donc, chez les usagers, l'importance de définir un projet de soins, hein, donc d'intégrer à la prise en soin cette notion de réduction des risques et des dommages, de viser plutôt une modification du mode de consommation plutôt que l'abstinence, parce que l'abstinence en population âgée, ça peut aussi faire peur et ça peut fermer la porte des soins. Réfléchir aussi en termes de qualité des vies, en termes de qualité des années de vie restantes, plutôt que de considérer que c'est un dernier plaisir à ne pas supprimer. Alors, différents types de prise en soin. Donc, je vous ai déjà parlé donc, du repérage précoce, intervention brève, l'entretien motivationnel qui est vraiment la base en addictologie, hein, qui a des outils donc spécifiques. On peut avoir une prise en charge en ambulatoire ou en résidentiel. On peut aussi former dans les services spécialisés, on peut former des groupes d'âge spécifiques parce que c'est vrai que de mélanger des personnes âgées à une population plus jeune n'est pas forcément évidente. Les préoccupations ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir aussi un sevrage nécessaire avant l'exploration des troubles thymiques, des troubles cognitifs, hein. Le sevrage est bien évidemment conseillé. Et dans ces cas-là, on va plus privilégier donc l'oxazépam, qui est une benzodiazépine donc à demi-vie courte. La question se pose de la psychothérapie en population âgée. Donc, toujours la psychothérapie de soutien aura une place. Après, les psychothérapies de type TCC ou psychanalytique ont peut-être moins de place en population âgée. Et puis aussi la question de l'association, des associations de patients type alcoolique anonyme. Dans certaines régions, il peut y avoir des groupes spécifiques population âgée. Alors, à côté des sevrages alcool, se poser la question, quand on prend en charge un usage d'alcool chez une personne âgée, qui gère les courses, qui gère l'approvisionnement en boissons alcoolisées, se poser la question donc des moyens pour accéder aux produits, hein, donc avec le fait que maintenant on peut se faire livrer à domicile très facilement, et donc d'introduire ces questions de réduction des risques, hein. Consommer moins, c'est mieux, hein. Voilà, vraiment d'introduire cette notion. Consommer moins, c'est mieux. C'est vraiment important de pouvoir introduire ces notions-là. Accompagner, bien sûr, et gérer les complications. Et parfois, dans un certain nombre de situations, accepter le souhait réfléchi de ne pas modifier les consommations. Et parfois, l'abstention de soins, de savoir aussi, dans certaines situations, se dire, bon, bah, on a essayé, on a introduit des éléments de réduction des risques. Pour l'instant, on n'arrivera pas à aller plus loin et peut-être qu'on n'arrivera pas du tout à aller plus loin avec cette personne. Un petit mot sur les molécules addictolytiques. Alors, très clairement, aucun psychotrope étudié après 65 ans, mais dans les faits, la camprosate, qui est le Revia, est non recommandé après 65 ans en France, mais il est quand même proposé par divers auteurs. On a la naltrexone, qui est le Revia, qui est non recommandé chez le sujet âgé en France. Le disulfiram, qui est l'Espéral, qui n'a pas de précaution d'âge dans l'AMM, mais qui donc fonctionne avec une thérapeutique aversive, hein, donc avec l'effet antabuse, qui peut être controversé déjà chez l'adulte jeune, mais encore plus en population âgée, hein, par rapport au malaise que ça pourrait entraîner et au risque de chute. Et enfin, le nalméphène, qui est le Celincro, et le baclofène, qui est le Baclocure, qui sont deux molécules qui ont l'AMM dans la réduction des consommations d'alcool et pour le baclofène aussi dans l'aide au maintien de l'abstinence. Évidemment, ces deux molécules ont des effets indésirables, des contre-indications, donc prudence en l'absence d'études chez les sujets âgés et du fait aussi que ces deux molécules sont assez récentes. Le nalméphène a eu l'AMM en France en 2014 et le baclofène, l'AMM en 2018, donc quand même des AMM assez récentes. Je terminerai mon propos par l'addiction tabagique en population âgée. Donc, ne pas oublier que le tabac, bien sûr, majeure le risque d'apparition des pathologies, notamment cardiovasculaires, pulmonaires, augmente le risque d'ostéoporose. On sait que les personnes âgées, donc addictes au tabac, ont une autonomie et une qualité de vie qui est fortement diminuée.
et que, par contre, le sevrage du tabac a des effets immédiats et à long terme, même à un âge avancé, sur l'autonomie et sur la qualité de vie. Donc vraiment, ne pas hésiter à questionner donc évidemment le tabac et à proposer des aides au sevrage. Et on sait que quand on arrête de fumer à 65 ans, on a 2 ans d'espérance de vie regagnée. Donc c'est vraiment très intéressant. Et malheureusement, on constate que souvent, on oublie, hein, les professionnels de santé oublient de proposer une aide au sevrage. Ça peut être expliqué aussi par le poids de ces représentations sociales dont j'ai parlé au début de ma présentation. Et aussi, l'attention à l'égard des messages d'information sur la santé diminue avec l'âge. On sait, comme pour l'alcool d'ailleurs, que les campagnes anti-tabac sont ciblées sur les jeunes. Un mot pour les benzodiazépines et les aides-drogues, donc le zolpidem et le zopiclone. Classiquement, en termes d'épidémiologie, les femmes sont plus concernées. Alors là, pareil, j'ai trouvé des chiffres assez disparates, entre 12 et 32% d'addiction au benzo, jusqu'à 60% chez les sujets âgés avec comorbidité psychiatrique, donc c'est énorme. Les spécificités du sujet âgé sont liées au fait qu'il y a une plus grande sensibilité aux effets des GABAergiques. Évidemment, il y a un risque de chute, de troubles cognitifs intermittents, voire persistants. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que la consommation en population âgée, elle est même plus parfois par habitude que par dépendance. On continue à prescrire, on ne remet pas trop en cause la prescription. Et puis voilà, on continue par habitude. Et même la personne âgée peut complètement banaliser sa prise de benzodiazépine. Hein, on le voit en entretien, hein, la personne qui ne considère pas son Xanax, par exemple, comme un médicament, hein, mais c'est vraiment l'habitude qui s'est installée depuis des décennies. Et donc, on a dans ce domaine-là vraiment un manque de déprescription des benzodiazépines. Alors, je vous renvoie à la recommandation qui commence un peu à dater, mais qui est toujours d'actualité, qui date de 2007 de la HAS sur les modalités d'arrêt des benzos et des médicaments apparentés chez le patient âgé, et donc qui préconise un sevrage avec un arrêt progressif. Dernier comportement addictif dont je parlerai, c'est le jeu pathologique. Alors là, c'est l'inverse, c'est une prévalence plus importante qu'en population générale, entre 0,3 et 3,8% de jeux pathologiques en population âgée. Et on sait qu'en France, 40% des joueurs de casino sont inactifs ou retraités. La population est un groupe à risque. La population âgée est un groupe à risque. Pourquoi? Parce que c'est une population qui a beaucoup de temps libre. Alors, revenus plus élevés, plus ou moins, hein, on peut avoir des revenus plus élevés à la retraite ou alors, par contre, des revenus moins élevés. On a souvent un isolement social et donc, notamment les casinos peuvent être un lieu faussement de socialisation, hein, puisque finalement, les personnes sont quand même assez isolées dans leur pratique de jeu. Et puis, on a une accessibilité assez facile des casinos avec des heures d'ouverture assez larges. Et là, je vous renvoie à cette référence du plaisir du jeu au jeu pathologique et qui cite que les personnes âgées constituent une population à risque, surtout pour les jeux à gain rapide et à caractère répétitif comme les machines à sous, puisque les jeunes maintenant sont plus sur des jeux en ligne et sur des paris sportifs que dans les casinos. En conclusion, on peut dire que finalement, il y a encore peu de connaissances validées en population âgée, que la prévalence des conduites addictives, elle semble inférieure à celle observée pour les adolescents et les adultes jeunes. Attention en population âgée parce qu'il y a souvent une dissimulation derrière des tableaux cliniques qui peuvent être trompeurs. Donc vraiment, y penser. L'alcool et les benzos en premier, bien avant le tabac et le jeu pathologique, bien avant les drogues illicites. Que globalement, par rapport à toutes les conduites addictives, on a une diminution de la tolérance et une augmentation de la sensibilité avec l'âge, avec un certain nombre de conséquences propres à cette population, avec des conséquences physiques, en premier lieu les chutes, les fractures, les complications somatiques, le déclin cognitif qui est plus précoce et plus grave, et des conséquences psychiques, thymiques, anxieuses, avec une augmentation du risque suicidaire, et vraiment un travail à faire sur les représentations sociales, à la fois pour les patients, les soignants, les médecins et l'entourage proche pour favoriser la prévention
le repérage, le diagnostic et la prise en soin. Je termine ma dernière diapositive par les éléments de bibliographie que vous pourrez retrouver et qui ont illustré mon diaporama. Merci Voilà. beaucoup, Dr. Googlet. C'était très intéressant. Je vous laisse réfléchir à vos questions, ceux qui sont sur le chat. J'en ai peut-être deux. Alors, j'en ai deux. C'est sur les addictolytiques de manière générale. Alors, si on sépare population entre 65 75 et plus de 75 ans, qu'est-ce que vous mettez en première puis deuxième ligne? Et la deuxième question, c'est, je reviens sur les addictions aux morphines, parce qu'en fait, j'en ai eu plusieurs. C'est sur l'utilisation de la buprenorphine et de la méthadone. Alors j'avais regardé un peu, mais est-ce que vous, enfin, il y a de la littérature qui préconise un tel ou un autre au niveau de la tolérance, au niveau des effets secondaires? Ouais. Alors, concernant les addictolytiques, alors c'est vrai que donc c'est pour ça que je définissais au début du topo la population gériatrique, parce que initialement c'est à partir de 65 ans, mais entre 65 et 75 ans, j'ai un raisonnement comme pour l'adulte plus jeune. Donc on distingue la période du sevrage et la période du maintien de l'abstinence. Et aussi la possibilité d'être dans une réduction des consommations, hein. Donc, si on est dans la première option, c'est-à-dire une personne qui souhaite arrêter donc de boire et être accompagnée dans ce sevrage. Donc le sevrage en termes de benzo, on va, donc, comme je vous l'ai dit, privilégier l'oxazépam, qui a une demi-vie courte, qui peut être utilisé même en cas d'insuffisance hépatique. Et puis après, en cas dans la deuxième phase d'accompagnement et de maintien donc, de l'abstinence, en première intention, eh bien, c'est vrai que moi j'aime bien la camprosate, donc le Revia, qui en général est bien toléré, même si officiellement il n'est pas recommandé après 65 ans. Donc ça serait hors AMN officiellement, mais la camprosate est très bien tolérée déjà chez l'adulte plus jeune. Et donc, quand je veux effectivement mettre une molécule addictolytique comme aide au maintien de l'abstinence, la camprosate, je l'utilise. D'accord. Voilà. Ça, après, le disulfiram, je le prescris très peu, déjà parce que je suis pas très pour cette thérapeutique aversive. Donc, en population âgée, je ne l'ai jamais prescrit. Et puis, le nalméphène, lui, alors ça, c'est donc dans la deuxième option, une personne qui souhaiterait réduire ses consommations d'alcool. Mais en général, il y a quand même beaucoup d'effets indésirables en population adulte jeune, donc je ne l'ai jamais introduit en population âgée. Et pourquoi pas le baclofène, qui est mieux toléré que le nalméphène, et qui, lui, a la double indication, à la fois dans l'aide à la réduction des consommations d'alcool et dans l'aide au maintien de l'abstinence. D'accord. Ok. Et la naltrexone, je ne la recommande pas chez le sujet âgé. Pourquoi? Parce que il peut y avoir donc un risque d'interaction médicamenteuse, notamment avec les antalgiques, hein, puisque c'est un antagoniste opioïde, donc il n'est pas très facile de maniement. Donc voilà. Donc finalement, on n'est pas très riche en termes de molécules. Pour les benzos, ça sera l'oxazépam. Et puis après, comme aide au maintien de l'abstinence, pourquoi pas la camprosate et le baclofène s'il est bien toléré. Ok. J'ai répondu à votre question sur les addictions. Parfait. Parfait, ouais. Alors après, concernant l'addiction aux opioïdes, on en parlait au tout début, donc j'ai pas de chiffres plus précis. Concernant les médicaments de substitution aux opiacés, donc buprenorphine au dosage et méthadone. Alors, dans ma pratique gériatrique, je n'ai encore pas vu en psychiatrie de liaison, donc dans les services de gériatrie aiguë de SSR et de long séjour, je n'ai pas encore vu de patients qui étaient sous buprenorphine ou sous méthadone dans l'indication de traitement de l'addiction aux opioïdes. Ce que j'ai pu voir, c'est des patients qui avaient
une prise, enfin un mésusage, une addiction au tramadol. Et on s'était posé la question de la substitution par buprenorphine parce que en fait le sevrage était très compliqué, la personne présentait des troubles du comportement. C'était aussi dans le cadre d'un tableau assez lourd d'un point de vue cognitif. Euh, dans mon autre service, donc quand je travaille en XAPA, donc on a un XAPA aux hôpitaux universitaires avec une délivrance, donc avec un programme de méthadone, une délivrance de méthadone. Et alors, le patient le plus âgé, il doit avoir 50, ouais, peut-être maximum 60 ans. Donc, on n'est pas encore avec des sujets âgés. L'AMM de ces deux médicaments en France, c'est 95 et 96. Donc, c'est quand même assez récent, quoi. Il y a 25, un peu moins de 30 ans. Les héroïnomanes, en tout cas, soit ils sont décédés ou ils sont pas encore assez âgés pour entrer dans cette population âgée des plus de 75 ans. Donc, voilà. Maintenant, la question se pose de la substitution chez une personne âgée qui serait devenue addict, et pas uniquement dépendante physiquement, mais qui serait devenue addict au morphinique. La question se pose d'une substitution avec une molécule qui a une demi-vie longue. La buprenorphine, qui est un agoniste-antagoniste, donc faire attention au risque d'interaction avec des antalgiques qu'elle pourrait avoir, puisque on peut avoir plus de pathologies douloureuses en population âgée. Et puis attention par rapport à la méthadone, le risque sédatif et le risque dépresseur respiratoire chez des personnes qui peuvent avoir peut-être plus de facteurs de risque cardiovasculaire, plus de syndrome d'apnée du sommeil appareillé. Voilà, c'est ces considérations qu'il faut prendre en compte. Donc, après, c'est comme toujours la prescription, la balance bénéfice-risque. En tout cas, on n'a pas d'études en population âgée. D'accord. Mais Merci voilà, c'est beaucoup. vrai que c'est ces considérations-là par rapport à la buprenorphine, son activité agoniste partielle, et puis la méthadone, son activité agoniste pure, et ce risque sédatif, ce risque dépresseur respiratoire. Mais donc pour l'instant, je dirais que les patients qu'on suit en addictologie, enfin oui, dans les services d'addictologie, anciens héroïnomanes, bah, ils sont pas encore âgés. En tout cas, ils ne dépassent pas les 70 ans, 75 ans. Et puis en population donc âgée qui serait devenue addict au morphinique, la balance bénéfice-risque est vraiment à considérer par rapport aux particularités pharmacologiques de ces deux molécules. Ouais, ok. Très intéressant. Ouais, j'en ai eu deux, trois comme ça qui étaient devenus très dépendants au Alors, morphinique. ouais. Alors, parce qu'il faut toujours, quand on parle donc d'addiction aux opioïdes, donc aux opiacés de synthèse, il faut toujours faire la distinction entre la dépendance physique qui est normale à un moment donné, hein, au fur et à mesure Ouais. d'en prendre, et puis l'addiction, hein, c'est-à-dire d'augmenter les doses, de ne pas respecter la prescription, de faire du nomadisme médical, pharmaceutique, de la falsification d'ordonnances. Voilà, c'est pas exactement la même Tout à chose. fait. Et puis il y a un questionnaire qui est intéressant pour justement faire la distinction, qui est le questionnaire ORT, Opioid Risk Tool, qui est intéressant, qui permet justement D'accord. de se poser les bonnes questions en cas de prescription de morphinique chez un patient. Et puis après, il y a aussi le questionnaire POMI, POMI, qui est intéressant. Donc ça, c'est quand on a déjà une prescription chez un patient et qu'on se pose la question de la participation d'une addiction ou pas, soit d'une D'accord. dépendance physique, soit vraiment au-delà de l'ordre de l'addiction. Est-ce qu'il y en a
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Alors moi j'avais deux petites questions. Alors effectivement pour être aussi en Alsace, je confirme que à l'hôpital on a de la bière qui est apportée quand il y a choucroute au menu, même en hôpital psychiatrique, ce qui est assez perturbant. Et vraiment c'est une habitude assez ancrée. Et nous on a une équipe qui était assez choquée et qui a fini par faire une demande pour convertir vers de la bière sans alcool. Et je me demandais quelle était la place de la bière sans alcool dans les sevrages, dans les changements d'habitude chez la personne âgée, parce que on note bien en fait un côté social à la consommation de certains alcools qui sont vraiment pris pour leur fonction d'habitude de partage. Il y a un côté tradition aussi en Alsace sur certains types d'alcool. Est-ce que il y a enfin, est-ce qu'il y a vraiment une efficacité ou est-ce qu'il y a il y a des données dessus? Parce que c'est vraiment une solution qu'on retrouve aussi chez les patients qui ont des troubles cognitifs et qui refusent de boire de l'eau. Moi, ça m'est déjà arrivé où en fait, on demande aux familles d'apporter des bières sans alcool pour qu'ils s'hydratent, tout simplement. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a une place qui a déjà été un peu réfléchie? Est-ce qu'il y a des données dessus? Mm, mm. Alors, officiellement, je pense que non, il n'y a pas de recommandation qui va aller vers les bières sans alcool. J'ai pas lu dans mes différentes recherches pour ce topo des éléments sur cette question. Après, ce que je peux dire par rapport à ma pratique, c'est vrai que les bières sans alcool, c'est une idée qui d'ailleurs vient souvent de la part du patient ou de l'entourage avec, cette idée que finalement, la bière sans alcool, on garde un certain goût de l'alcool. Moi, j'explique toujours que c'est quand même toujours une porte ouverte vers une consommation de boissons alcoolisées. Donc voilà, cette question de la porte ouverte, je l'explique toujours, hein, c'est-à-dire que on reste dans un même fonctionnement, mais en fait c'est de la réduction des risques et des dommages parce que on n'a pas les 10 grammes d'alcool pur par 25 centilitres de bière. Donc c'est de la réduction des risques et des dommages. Et à ce titre, pourquoi pas. Mais j'ai pas de données officielles sur la bière sans alcool. Après, je préviens toujours les patients en leur demandant de bien regarder le degré d'alcool parce que on peut, dans certaines bières sans alcool, avoir quand même moins de 1% d'alcool, hein, puisque une boisson, il faut qu'elle ait moins de 1% d'alcool pour être dite non alcoolisée. Donc, il peut quand même y avoir un très léger pourcentage d'alcool dans les bières sans alcool. Parfois, effectivement, c'est 0,00. Voilà. Donc, je dirais que dans des situations où effectivement il y a une nécessité d'un sevrage, mais avec un patient qui a vraiment du mal à s'inscrire dans cette question de l'abstinence, qui ne l'envisage pas, pour qui ça fait très peur et où il ne faut pas rompre le lien avec lui, pourquoi pas pourquoi pas les boissons, enfin les bières sans alcool, les boissons non alcoolisées. Mais ouais. Alors, excusez-moi, j'entends pas très bien. Non, je suis désolée, mais là, j'entends pas très bien ce que vous dites. Ah oui, mais je pense que c'est pas Voilà. forcément pour la vidéo. Ouais, du coup, j'avais une autre question par rapport au profil, parce que effectivement, alors pour avoir fait pour parler un petit peu de l'Alsace, pour avoir fait des gardes à Mulhouse, j'avais été monstrueusement choquée par les volumes de prise en charge en urgence psychiatrique qui pouvaient concerner les consommations de cocaïne. Et enfin, pour le coup, je trouvais qu'il y avait. Alors, je ne sais pas s'il y a un filtre différent. Alors, il n'y a pas du tout le même dispositif d'urgence entre Strasbourg et Mulhouse. Mais du coup, je me souviens sur ce bassin de population-là, j'en avais des quantités que je trouvais absolument choquantes. Et je me demandais quel était du coup le profil attendu là de patients consommateurs vieillissants. Parce qu'effectivement, il y a des profils de personnes qui sont très performantes, qui ont des métiers qui font que on a l'impression qu'en fait, en dehors de ces consommations-là, c'est des gens qui font du sport, qui s'entretiennent, qui sont dans la performance, des fois. Mais du coup, je me demandais quel profil, en fait, parce que là, ça avait été en question, l'idée que ça va venir, quel serait le profil de patient, du coup, chez qui il faudrait le rechercher dans quelques années?
Oui, je pense que ça va venir parce qu'effectivement, la consommation de cocaïne, elle se démocratise, elle se banalise, hein. On le voit vraiment, hein. Et donc, il faut, avec le vieillissement de la population, avec les progrès de la médecine, avec aussi le fait que la politique de réduction des risques et des dommages, certaines, enfin, beaucoup de personnes arrivent à prendre quand même moins de risques en consommant avec tous les messages qu'on peut véhiculer. Donc, à un moment donné, ça va arriver en population gériatrique. Quel sera ce profil? Peut-être des personnes âgées qui souhaitent rester très actifs, voire rester dans la vie active. Pourquoi pas, hein, si le cœur n'a pas lâché avant, si il n'y a pas eu de complications cardiovasculaires et neurologiques graves avant. Peut-être qu'on verra d'ici quelques années des patients au-delà de 70 ans consommateurs de cocaïne, hein, c'est possible. Mais je pense qu'effectivement, on sera dans une recherche de performance, dans une recherche de contrecarrer certains troubles cognitifs naissants, et puis de repousser le plus possible l'âge de la vieillesse, quoi. J'imagine, hein. Après, pour l'instant, j'en ai pas encore, j'en ai pas encore retrouvé. Alors peut-être que je pose pas assez la question en population âgée, hein. Peut-être que j'ai des représentations qui font que je me dis que c'est pas possible qu'une personne âgée soit cocaïnomane. Mais on peut aussi voir un peu comme pour l'alcool, hein, ce profil de consommateur quand on est jeune, après une période plus ou moins longue d'arrêt de la consommation, et puis une reprise à l'occasion justement de la retraite, hein, peut-être. Merci beaucoup. C'est assez intéressant cette idée du changement de population à Ouais, venir chez la personne âgée, en ouais, particulier sur la dicto. ouais. Mais c'est vrai que cette population a vraiment des particularités qui jouent du coup sur les caractéristiques des addictions. Donc c'est tout à fait intéressant. Et on part d'une idée, bah, les personnes âgées, soit on s'en fiche, hein, si elles ont réussi à vivre jusque-là, bah, c'est déjà bien. Hein, on peut avoir comme ça cette idée sous-jacente. Alors que finalement, bah, on a ces messages de réduction des risques et des dommages, consommer moins c'est mieux, de s'intéresser à cette question, et on peut aussi donc améliorer cette qualité de vie, réduire les chutes, les fractures, les hospitalisations. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Et c'est pour ça que il faut vraiment aussi que les campagnes de santé publique s'intéressent à cette population parce qu'il y a beaucoup à faire. Bah, surtout, enfin, après, nous, sur l'abord, surtout, je trouve cognition, c'est impressionnant le nombre de patients qui consomment de l'alcool et enfin, qui ont des pathologies, en tout cas neurocognitives, très associées à la consommation d'alcool, soit ancienne, soit semi-récente, c'est-à-dire genre aux alentours de la cinquantaine et qui, à 65 ans, 70 ans, ont des très gros troubles cognitifs liés à la consommation d'alcool. Ouais. Et il y en a une quantité, enfin, c'est astronomique. Et ça, en plus de ça, ça crée des situations sociales qui sont extrêmement complexes. Mm. C'est vrai que enfin, c'est Ouais. clairement un enjeu dans les années à venir. Ouais, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est tout à fait intéressant Mm. d'aborder ces questions-là et de voir en fait l'évolution des représentations Mm. qu'on en a. Et ça, c'est pour ça que je vous l'ai mis en conclusion, parce que ça me semble vraiment très important de travailler ces questions de représentation, parce que si on ne travaille pas ça, eh bien, on n'arrivera jamais à, Mm. à changer notre regard, à favoriser le repérage, le diagnostic et la prise en soin. Mm. Après, c'est vrai que enfin, du fait de ne pas avoir de structure aussi spécialisée, mais aussi à tort, hein, je pense on voit le problème, on le pointe, on le nomme, et puis derrière, le patient il retourne chez lui consommer parce qu'on n'a enfin, on n'a pas forcément les outils
au quotidien ou les groupes pour permettre une prise en charge addictologique chez la personne âgée, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, en tout cas, nous, dans la région, y a pas, enfin, c'est déjà pas totalement évident chez les sujets jeunes, Oui. même si on a déjà des belles structures, hein, c'est déjà très très bien ce qu'on a, mais on Mm. aimerait toujours un peu plus, mais ils peuvent pas du tout absorber une population âgée qui a une problématique addictologique, Ouais. c'est juste pas possible, quoi. Oui, déjà l'absorber, puis mettre en Mm. place des éléments spécifiques en fait Mm. Oui, oui, complètement, à complètement. cette population, parce qu'on ne peut pas, comme je vous le disais à un moment donné, on ne peut Mm. pas calquer ce qu'on fait pour l'adulte jeune à la Mm. population âgée. Il y a vraiment des caractéristiques spécifiques. C'est pour ça que là, je voulais évoquer en groupe d'âge spécifique ou mélangé. Euh, alors, mélanger, ça peut avoir un intérêt, hein, toujours cet échange intergénérationnel, on le sait. Mais les soins addictologiques en population âgée méritent vraiment d'être pensés spécifiquement pour cette Mm. population. Et ça nécessite qu'on s'y intéresse, qu'on s'y penche et qu'on mette après en place, et qu'on y mette des moyens humains Mm. Mm. pour mettre en place vraiment un suivi spécifique. Mais c'est vrai que au XAPA, donc le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, des personnes de plus de 65 ans, alors j'ai pas de chiffres, il faudrait que je regarde dans le rapport d'activité, mais c'est quoi? C'est moins de 5% Mm. de patients. Donc voilà, c'est vraiment minime. Euh, mais encore une fois, avec toujours cette représentation sociale même, donc de la part des soignants, hein, non, bah, il est âgé, voilà, on va pas l'embêter, il est déjà arrivé jusque-là, c'est déjà bien. Et puis avec toujours cette notion Ouais, ouais. de dernier plaisir, hein, ça c'est des choses qui ont la vie, la vie dure, la vie longue, donc ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette thématique? Oui, moi j'aurais une question. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. C'était pas vraiment une question, c'était j'aurais aimé avoir un peu votre point de vue. Chez les patients âgés qui mésusent l'alcool avec une consommation chronique et des épisodes d'exacerbation aiguë, mais qui refusent toute prise en charge, c'est-à-dire des patients qui peuvent se mettre vraiment en danger, voire avoir des conduites suicidaires, mais ils laissent approcher personne. Il laisse approcher personne. Bon, je veux dire, ils refusent les entretiens soignants, ils refusent que le médecin traitant fasse des explorations, ils Mm, refusent de s'approcher de l'hôpital, mm, D'autant plus quand il y a des troubles cognitifs. ouais, ah bah oui. probablement. Bah, Mm. ouais, probablement beaucoup aussi expliqué par les troubles cognitifs. Mm. Bah, là, il y a les équipes mobiles de gériatrie qui peuvent intervenir à domicile. Oui, c'est sûr que il y a parfois des situations extrêmement complexes. Mais donc, oui, je pense s'appuyer sur les équipes mobiles qui se déplacent à domicile, sur le médecin traitant, même si c'est parfois compliqué. L'entourage aussi, hein, parfois l'entourage s'inquiète plus que c'est souvent le cas, hein, plus que la personne elle-même. Avec cette question que le domicile est un lieu privé où la personne a le droit de consommer, d'autant plus qu'on est sur une substance qui est licite. Donc, profiter de tous les moments où on a accès à la personne, lors des passages aux urgences, hein, notamment, pour vraiment euh, pouvoir mettre en place les outils d'entretien motivationnel pour que la personne ne se sente pas jugée, ne se sente pas en difficulté. Mais c'est vrai que je pense que dans ces réactions-là, elles s'expliquent beaucoup par des troubles cognitifs évolués Et alors, probablement soit des troubles cognitifs évolués, soit un trouble thymique sous-jacent, mais difficilement explorable. oui, Et donc, moi, ma question, c'est à quel moment, est-ce qu'à un moment, on a le droit de décider pour le patient, contrairement à un sujet jeune qui, lui, n'aurait pas de trouble cognitif, est-ce qu'à un moment, on peut décider d'une hospitalisation un peu contre son gré, alors que la problématique première, là,
et addictive, même, mais masquant quelque chose de sous-jacent, quoi. Mmh. C'est comme vous dites, ouais, masquant quelque chose de sous-jacent, c'est-à-dire qu'on est dans une situation extrêmement complexe où on a une addiction, on a des troubles cognitifs, on a des troubles thymiques, il y a des liens bidirectionnels, pour chacun de ces 3 éléments. S'il y a il y a cette question du risque suicidaire, dont je vous parlais, hein, qui est nettement supérieur chez les personnes, qui présentent une addiction. Donc, par ce biais-là, de risque suicidaire, comment dire, de concevoir que le consentement n'est pas recevable, par ce biais-là, oui, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas qu'une problématique addictive. La problématique Mmh. est trop complexe, tout est intriqué entre l'addiction, entre les troubles cognitifs, entre les troubles de l'humeur, avec un risque de passage à l'acte. Donc, et puis avec cette question de des conduites à risque, hein, où la personne âgée peut ne pas considérer qu'elle est dans une situation de conduite à risque, alors que effectivement elle est dans une situation de conduite à risque. Donc oui, je pense que ça peut s'envisager on a un certain nombre de critères qui remplissent, qui remplissent comment dire, les critères d'hospitalisation sous contrainte, sans consentement. Mmh. Ok, merci. C'est vrai que dans ces situations complexes, c'est tout l'intérêt du travail pluridisciplinaire, hein, entre le médecin traitant, le gériatre, l'addictologue, le psychiatre, et de travailler aussi donc avec les aidants, avec l'entourage, parce parce qu'on ne peut rien faire seul, hein, dans son coin, et il faut travailler ensemble et en même temps, hein, pour prendre en soin le mieux possible, hein. Mais c'est vrai que les troubles cognitifs et les troubles thymiques compliquent grandement la prise en charge. Et ça aussi, c'est une particularité en population âgée. Mmh. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que on vous laisse votre soirée? Mmh. En tout cas, merci beaucoup, pour cette présentation.